Au cours de milliers d'années de navigation humaine, des millions de navires ont traversé les océans du monde. Mais malheureusement, tous n'ont pas atteint leur destination. Certains navires ont coulé avec des richesses valant des milliards. Il y a aussi des navires qui ont disparu, sans qu'aucun survivant ne puisse raconter ce qui s'est passé. Et il y a encore d'autres navires qui n'ont été retrouvés que des centaines d'années plus tard. Alors que la plupart des navires disparus restent encore un mystère jusqu'à aujourd'hui. D'un navire rempli d'or qui a provoqué une grande crise économique, jusqu'à un navire fantôme qui a erré dans l'Arctique pendant près de 4 décennies, dans cette vidéo, nous allons parler des naufrages les plus mystérieux et les plus incroyables jamais découverts dans l'histoire. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément, nous les créateurs de contenu. Alors commençons. Numéro 15 sur notre liste, le SS Central America. Il y a des navires qui ont coulé et qui n'ont pas seulement coûté des vies, mais aussi une immense fortune. L'un des exemples les plus célèbres est le SS Central America. C'était un navire à vapeur qui a joué un rôle important dans les voyages des gens pendant la ruée vers l'or en Californie. Ce navire a été lancé en 1852. Sa principale mission était de transporter des passagers et des marchandises entre la côte est des États-Unis et le Panama. À l'époque, sans canal de Panama, de nombreux voyageurs traversaient d'abord le Panama pour rejoindre la Californie. Mais ce navire ne transportait pas seulement des passagers, il transportait aussi souvent de l'or provenant des mines de Californie. En septembre 1857, le SS Central America a voyagé en transportant une cargaison d'or très importante. On estime qu'il y avait plus de 3 tonnes d'or à bord, en plus de nombreux passagers et membres d'équipage. Alors qu'il se trouvait en mer près de la côte est des États-Unis, le navire a rencontré un ouragan violent. Pendant plusieurs jours, de grosses vagues ont frappé sans relâche. À cause de cela, les machines du navire sont tombées en panne progressivement et l'eau a commencé à s'infiltrer. L'équipage a essayé de sauver le navire, mais la situation n'a fait qu'empirer. En septembre 1857, la situation de l'équipage était critique. En essayant de sauver le navire, la situation a empiré. En septembre 1857, la situation de l'équipage et du navire était critique. Lorsque l'équipage a essayé de sauver le navire, la situation a empiré. En 1857, la situation était critique. En septembre 1857, l'équipage et le navire étaient dans une situation critique, mais la situation a empiré. Le navire, cependant, a coulé à plus de 2000 mètres de profondeur dans la mer. À cause de cela, il est resté introuvable pendant de nombreuses décennies. Jusqu'en 1988, lorsqu'un groupe d'explorateurs a retrouvé l'épave grâce à une technologie moderne d'exploration en eau profonde. En examinant l'endroit, ils ont découvert l'un des plus grands trésors jamais trouvés dans une épave. Des milliers de pièces d'or, des lingots d'or et d'autres objets précieux ont été récupérés des profondeurs de l'océan. Jusqu'à aujourd'hui, le SS Central America est encore connu comme l'une des épaves au trésor les plus célèbres de l'histoire. Numéro 14, Endurance. Tous les naufrages célèbres n'ont pas transporté de trésors. Certains sont devenus des symboles de la résilience et de la survie humaine dans l'un des endroits les plus hostiles du monde. L'Endurance en fait partie. L'Endurance était un navire utilisé par l'explorateur Ernest Shackleton lors de son expédition vers l'Antarctique en 1914. Leur objectif était de réaliser un voyage historique et de traverser l'Antarctique, mais leur plan ne s'est pas concrétisé. À leur arrivée dans les eaux glacées de la mer de Weddell, le navire a été entouré par une épaisse couche de glace. Au début, ils espéraient encore pouvoir s'en dégager. Mais au fil du temps, la glace serrait de plus en plus le navire. C'était comme un étau qui broyait lentement la coque de l'Endurance. Ils sont restés piégés pendant plusieurs mois au milieu de l'océan gelé. Au fil du temps, la coque du navire a commencé à se fissurer et à se briser sous l'énorme pression de la glace. En octobre 1915, Shackleton a été contraint de donner l'ordre d'abandonner le navire. Ils ont pris les équipements essentiels et les canaux de sauvetage avant que l'Endurance ne coule complètement. Ce qui est impressionnant, c'est que même après avoir perdu leur navire, tout l'équipage a survécu grâce à un périple de sauvetage extrêmement difficile, aujourd'hui reconnu comme l'une des plus grandes histoires de survie de l'histoire. Après le naufrage de l'Endurance, sa localisation exacte est également restée inconnue pendant plus d'1 siècle. De nombreuses expéditions ont tenté de le retrouver, mais ont échoué jusqu'en 2022 lorsque l'épave a été découverte sous l'océan Antarctique.
Elle repose à près de 3000 mètres de profondeur et, comme la zone est protégée et très difficile d'accès, il est probable qu'elle restera immergée sous la mer pour les générations à venir. Numéro 13, le Hunley. Avant même l'existence de ces impressionnants navires, il y avait un petit sous-marin qui a montré qu'il était possible de rester longtemps sous l'eau, même si cela semblait très difficile. Il s'agit du Hunley. Il a été construit pendant la guerre civile américaine et c'est l'un des tout premiers sous-marins à avoir été utilisé dans un véritable combat naval. Ce sous-marin était extrêmement petit. Il ne mesurait qu'environ 12 mètres de long. Seules 8 personnes pouvaient monter à l'intérieur et il n'avait pas encore de moteur comme les sous-marins d'aujourd'hui. À la place, l'équipage faisait tourner manuellement l'arbre à manivelle pour actionner l'hélice. C'était étroit, chaud et très difficile de bouger à l'intérieur. Mais malgré cela, il a fait partie d'une opération historique. L'arme principale de Hunley était une charge explosive fixée à une longue perche à l'avant du sous-marin. Il devait s'approcher de la cible, coller l'explosif, puis le faire exploser. En février 1864, il a attaqué avec succès un navire de guerre de la marine de l'Union. C'était la toute première fois dans l'histoire qu'un sous-marin parvenait à couler un navire ennemi lors d'une véritable guerre. Mais après ce succès, le Hunley n'est jamais revenu. Il a soudainement disparu en mer avec tout son équipage. La plus grande question est de savoir pourquoi il a coulé. Certaines théories suggèrent qu'il a pu être affecté par sa propre explosion. Certains disent qu'il y a eu un problème à l'intérieur du sous-marin. D'autres pensent que de l'eau y est entrée alors qu'il retournait vers ses adversaires. Mais jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de réponse unique qui ait été pleinement prouvée. En 1995, le Hunley a été retrouvé après avoir disparu pendant plus de 100 ans. Et en 2000, il a été remonté avec succès du fond de la mer. Grâce à cela, les historiens ont pu en apprendre davantage sur les premiers sous-marins de l'histoire. Mais même si l'épave est désormais entre les mains des experts, le plus grand mystère demeure. Que s'est-il réellement passé avec le Hunley lors de cette nuit victorieuse ? Est-ce que cela a été la première attaque de sous-marins au monde ? Numéro 12, le navire de luxe qui n'a pas survécu à une seule erreur. Il y a des navires qui ont été conçus pour symboliser la beauté, la richesse et la technologie moderne. Mais parfois, même si un navire est très avancé, une seule erreur peut provoquer une grande tragédie. L'un des meilleurs exemples de cela est l'Andrea Doria. Dans les années 1950, c'était l'un des paquebots dont l'Italie était la plus fière. C'était comme un hôtel de luxe flottant au milieu de la mer, avec des salles à manger élégantes, une piscine et des intérieurs remplis d'art italien. Pour de nombreux passagers à l'époque, monter à bord faisait déjà partie des vacances. Mais en juillet 1956, alors qu'il approchait de New York en provenance d'Europe, tout a soudainement changé. Il y avait un brouillard épais sur l'océan cette nuit-là. Comme on ne voyait presque rien, il était très important d'utiliser correctement le radar et d'estimer précisément les mouvements des autres navires. Malheureusement, l'Andrea Doria a croisé la route d'un paquebot suédois appelé le Stockholm. La collision a été très violente. La proue solide du Stockholm a percuté le flanc de l'Andrea Doria, laissant un grand trou dans sa coque. L'eau a vite pénétré à l'intérieur et le navire s'est incliné, rendant l'utilisation de la plupart des canaux de sauvetage difficile. Malgré cela, la plupart des passagers ont été évacués sans encombre. Les navires voisins ont aussi rapidement apporté leur aide. Après quelques heures, l'un des plus beaux navires de son époque a finalement sombré. Après l'incident, de nombreuses enquêtes ont été menées. Les experts ont examiné l'utilisation du radar, la vitesse des navires et même la conception des compartiments qui auraient dû empêcher l'eau d'entrer. À ce jour, aucune cause unique n'était reconnue comme seule explication de la catastrophe. L'épave de l'Andrea Doria repose toujours au fond de l'Atlantique. En raison des courants puissants et de la dégradation progressive du navire, de nombreux plongeurs considèrent ce site comme l'une des épaves les plus dangereuses à explorer au monde. Numéro 11, le navire qui a répondu au dernier appel du Titanic. Avant de sombrer dans sa propre tragédie, il a d'abord participé à l'une des missions de sauvetage les plus célèbres de l'histoire. C'est le RMS Carpathia. En avril 1912, alors que le Titanic coulait dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord, le Carpathia faisait partie des navires qui ont reçu le signal de détresse. Même s'il était encore loin du lieu du drame, il a immédiatement changé de cap et s'est précipité pour porter secours. Selon les archives historiques, il a réussi à atteindre le site et à sauver des centaines de survivants du Titanic.
Grâce à cela, le nom du Carpathia est devenu associé à l'une des opérations de sauvetage les plus importantes de l'histoire maritime. Mais quelques années plus tard, sa propre tragédie est survenue. Pendant la Première Guerre mondiale, le navire a servi le gouvernement britannique. À cette époque, l'océan n'était pas sûr à cause des sous-marins allemands qui surveillaient et attaquaient les navires alliés de la Grande-Bretagne. En juillet 1918, alors qu'il se trouvait dans l'océan Atlantique, le sous-marin allemand U-55 a repéré le Carpathia. Plusieurs torpilles ont été lancées contre lui. Après avoir été touché, il a rapidement émergé. La situation était grave. Peu de temps après, le navire a finalement coulé. Pendant de nombreuses décennies, son épave est restée cachée sous la mer. Lorsqu'elle a été retrouvée en 1999, les chercheurs ont pu en apprendre davantage sur les derniers instants du navire. Mais surtout, le monde s'est souvenu à nouveau du navire qui avait autrefois sauvé des survivants du Titanic. Numéro 10. Le navire de guerre qui a changé l'histoire navale. Il y a des navires célèbres pour leur taille, d'autres le sont pour leur richesse. Mais ce navire est devenu célèbre parce qu'il a changé la façon de faire la guerre en mer. Il s'agit de l'USS Monitor. Au début de la guerre civile américaine, la plupart des navires de guerre étaient encore faits de bois. Mais l'ingénieur John Erickson croyait qu'il existait une meilleure façon. Il a donc conçu l'USS Monitor. À première vue, son apparence était déjà étrange. Sa coque était basse sur l'eau et presque toute sa protection était en acier. Mais la partie la plus importante était sa tourelle rotative. À l'intérieur se trouvaient les canons principaux. Plutôt que de tourner tout le navire pour viser l'ennemi, il suffisait de faire pivoter la tourelle. Aujourd'hui, cela est assez courant sur les navires de guerre. Mais à cette époque, c'était un changement énorme. En mars 1862, l'USS Monitor a affronté le CSS Virginia lors d'une bataille historique. C'était la première fois que deux navires de guerre cuirassés s'affrontaient dans une véritable bataille. Bien qu'il n'y ait pas eu de vainqueur clair, la bataille a montré que l'ère des navires de guerre en bois touchait à sa fin. Une nouvelle ère de fer et d'ingénierie moderne avait commencé. Mais même si sa conception était très avancée, le Monitor avait encore des faiblesses. Il supportait mal les fortes vagues et le mauvais temps. En décembre 1862, il a rencontré une violente tempête alors qu'il se trouvait en mer près de la Caroline du Nord. Lorsque le navire n'a plus pu supporter les conditions, il a finalement coulé avec certains de ses membres d'équipage. Il a disparu pendant plus d'un siècle avant d'être retrouvé en 1973. Depuis lors, de nombreuses parties du navire ont été remontées et étudiées. Et à chaque artefact récupéré du fond de la mer, les historiens comprennent mieux comment la guerre navale moderne, encore utilisée par de nombreux pays aujourd'hui, a commencé. Numéro 9. Le navire arctique qui a disparu sans laisser de traces. Pendant de nombreuses années, cela a été l'un des plus grands mystères de l'histoire de la navigation. 2 navires, plus d'une centaine de personnes et une expédition qui semble avoir été engloutie par le monde glacé de l'Arctique. L'un de ces navires était le HMS Terror. Au début des années 1800, le HMS Terror a été construit comme navire de guerre pour la Royal Navy britannique. Il était solidement construit car il avait été conçu à l'origine pour transporter de puissants mortiers utilisés contre les forteresses côtières. Mais plus tard, il allait faire face à une mission bien plus grande, l'Arctique. À cette époque, de vastes parties de l'océan Arctique restaient encore inexplorées par l'homme. De nombreux pays cherchaient une route maritime plus rapide reliant l'Atlantique et le Pacifique. La Grande-Bretagne était l'un des pays en tête de cette recherche. Grâce à la robustesse du HMS Terror, il a été choisi pour participer à plusieurs expéditions dans l'Arctique. Il a prouvé qu'il pouvait survivre aux conditions extrêmes de la glace et au froid intense. Mais sa mission la plus importante a eu lieu en 1845. Accompagné de son navire jumeau, le HMS Erebus, le HMS Terror a été envoyé sous le commandement de Sir John Franklin pour rechercher les dernières parties du passage du Nord-Ouest. Tout le monde était confiant avant leur départ. Ils disposaient d'équipements modernes pour l'époque. Les navires ont été renforcés pour la glace et équipés de moteurs à vapeur pour faciliter la navigation. Mais après leur arrivée dans l'Arctique, ils ont soudainement disparu. Personne n'est jamais revenu. Personne n'a pu expliquer ce qui s'était passé. Pendant de nombreuses décennies, la Grande-Bretagne a envoyé différentes expéditions de secours et de recherche. Peu à peu, ils ont trouvé des traces de l'expédition. Il y avait du matériel, des camps et des preuves montrant que les membres de l'équipage avaient énormément souffert du froid extrême et du manque de nourriture. Mais les navires eux-mêmes restaient introuvables.
Ce n'est qu'après près d'un siècle et demi, en 2014 et 2016, que des équipes de recherche ont retrouvé le HMS Erebus et le HMS Terror au fond de la mer, dans le nord du Canada. Grâce à l'eau froide de l'Arctique, de nombreuses parties des navires sont restées en bon état, comparées à d'autres épaves dans le monde. Leur découverte a aidé les historiens à mieux comprendre à quel point les expéditions dans l'Arctique étaient difficiles à l'époque où la technologie moderne n'existait pas encore. Numéro 8, le navire de guerre qui a coulé devant toute une nation. Il y a des navires qui sombrent au milieu d'une tempête. D'autres disparaissent dans des mers lointaines. Mais le Mary Rose a coulé sous les yeux de nombreux spectateurs. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cela s'est produit au milieu d'une bataille, où l'on s'attendait à ce qu'il continue de se battre. Le Mary Rose était l'un des navires de guerre les plus importants de l'Angleterre à l'époque du roi Henri VIII. Au XVIe siècle, c'était l'une des armes les plus puissantes de la marine anglaise. Il transportait de lourds canons. Équipé de canons, il était conçu pour combattre les navires ennemis en mer. Pendant de nombreuses années, il a participé à diverses campagnes militaires de l'Angleterre. Mais en juillet 1845, juillet 1545, le jour est arrivé où son service a pris fin. Alors que la flotte anglaise se préparait à affronter les navires français, le Mary Rose s'est soudainement incliné. Quelques instants plus tard, il a rapidement été submergé et a coulé. Tout cela s'est passé sous les yeux de nombreux témoins. Cela a immédiatement soulevé des questions. Quelle était la véritable raison ? Certains historiens pensent que de l'eau aurait pu entrer par les sabords ouverts pendant que le navire tournait. D'autres affirment que le poids des armes et de l'équipement à l'intérieur aurait pu poser problème. Il existe aussi des théories concernant des vents violents ou des erreurs de l'équipage, mais jusqu'à présent, aucune réponse unique n'a été définitivement prouvée. Il est resté sous la mer pendant plus de 400 ans, puis il a été retrouvé en 1971. En 1982, il a été remonté avec succès lors de l'un des plus grands projets d'archéologie marine de l'histoire. Des milliers d'objets appartenant aux marins ont été retrouvés à l'intérieur. Il y avait des armes, des outils de travail et des objets personnels. Cela a offert une occasion exceptionnelle de voir comment vivaient les membres d'équipage ordinaires dans l'Angleterre Tudor. Numéro 7, le navire de la marine qui a disparu du jour au lendemain. Parfois, nul besoin des grands fonds pour qu'il y ait un mystère. Parfois, il suffit qu'un navire quitte le port et ne soit jamais revu. C'est ce qui est arrivé à l'USS Conestoga. Ce n'était pas un grand cuirassé. Ce n'était pas non plus un paquebot de luxe. Ce n'était qu'un robuste remorqueur utilisé pour le remorquage, les opérations de sauvetage et d'autres tâches importantes en mer. Pendant la Première Guerre mondiale, il a été acheté par l'USS Conestoga. C'était pour aider dans diverses opérations militaires. Après la guerre, il a continué à servir dans différentes régions de l'Amérique. Tout semblait normal. Jusqu'en mars 1921, lorsque l'USS Conestoga a quitté la Californie pour un long voyage vers les Samoa américaines. Mais il n'est jamais arrivé à destination. Il n'est pas non plus revenu. C'est comme s'il avait soudainement disparu. Faute d'informations claires, la marine américaine a lancé une vaste opération de recherche. De nombreux navires et avions ont participé à l'opération, mais rien n'a été trouvé. Au fil des années, les spéculations se sont multipliées. Certains ont dit qu'il avait peut-être eu une panne. D'autres ont suggéré qu'il avait peut-être subi un grave accident en mer, mais il n'y avait aucune preuve solide. Sa disparition est restée un mystère pendant près d'un siècle. En 2016, l'Administration nationale océanique et atmosphérique a annoncé qu'elle avait retrouvé l'épave de l'USS Conestoga. Elle a été découverte près de l'île Farallon, en Californie. Selon l'enquête, il semble qu'il ait été frappé par une violente tempête quelques heures seulement après avoir quitté le port. Après l'annonce de la découverte, quelque chose a continué d'attirer l'attention des chercheurs. Le navire a été retrouvé très loin de la trajectoire qu'il aurait normalement dû suivre. Cela signifie qu'il s'est passé quelque chose dans les premières heures de son voyage, quelque chose qui reste encore aujourd'hui difficile à comprendre. Après la découverte de l'épave, l'Administration nationale océanique et atmosphérique a communiqué des éléments sur les derniers instants du navire, autrefois mystérieusement disparu. Numéro 6. Le navire de guerre qui a coulé avant d'atteindre la bataille. Parfois, la plus grande honte en mer ne vient pas de l'ennemi. Parfois, elle vient de ses propres erreurs. C'est ce qui est arrivé au Vasa. Le Vasa a été construit pour montrer la puissance de la Suède dans les années 1600. Ce n'était pas un navire ordinaire. Il était grand, magnifique et richement décoré.
Il y avait des sculptures du roi, des symboles de pouvoir et des scènes religieuses. C'était comme un message flottant adressé aux autres pays pour dire que la Suède était puissante. Mais derrière sa beauté, il y avait un gros problème. La coque du navire était trop haute, la partie supérieure était trop lourde. Et comme il y avait beaucoup de canons à bord, le navire était devenu instable. Le Dixu 1628, il est sorti pour la première fois du port de Stockholm. Beaucoup de gens regardaient. Ils s'attendèrent à voir le nouveau symbole de la nation suédoise, mais seulement quelques minutes s'étaient écoulées. Le vent a frappé ses voiles, le navire a chaviré. Ensuite, l'eau est entrée par les ouvertures des canons. Il n'a pas pu se redresser. Le Vasa a coulé rapidement lors de son tout premier voyage. Il n'a pas été vaincu à la guerre. Il n'a pas été détruit par l'ennemi. Il a coulé parce que la stabilité de sa conception n'était pas suffisante. Pendant plus de 300 ans, il était resté au fond de l'eau. Grâce à la froideur de l'eau à Stockholm, une grande partie du navire a été préservée. En 1961, le Vasa a été renfloué, presque intact. Aujourd'hui, il est exposé au musée Vasa à Stockholm. Cet ancien symbole de puissance rappelle que, même beau, un projet aux bases fragiles finit par s'effondrer. Numéro 5, toujours le navire trésor. À l'époque des grandes explorations maritimes, le Portugal était l'un des pays les plus puissants sur mer. Leurs navires transportaient des marchandises, des métaux, de l'argent et d'autres objets précieux vers différentes parties de l'Europe. L'un de ces navires était le Santo Antonio. C'était un navire marchand portugais qui a voyagé de Lisbonne à Anvers. Il transportait des cargaisons précieuses comme du cuivre, de l'argent, des tissus, des armes et d'autres objets importants pour le commerce. Mais le 19 janvier 1527, il n'a pas terminé son voyage. Alors qu'il se trouvait dans les eaux près de Cornouailles, en Angleterre, il a été pris dans une tempête. Son ancre se serait rompue, et les personnes à bord ont essayé de rapprocher le navire de la côte. Mais au lieu d'être sauvés, ils ont heurté une partie dangereuse du littoral. C'est là que le navire a commencé à se briser. Beaucoup sont morts, et les survivants se sont retrouvés au milieu du chaos. Mais il n'y a pas eu que la tempête dans cette histoire. Comme la cargaison était précieuse, les gens se sont rapidement impliqués. Certains habitants ont pris des objets de l'épave. Des représentants des autorités voulaient en récupérer la cargaison, ce qui a entraîné un important litige juridique. Ce n'était plus seulement un naufrage. C'est devenu une question de richesse, de propriété et de pouvoir. Plusieurs siècles plus tard, des plongeurs et des archéologues ont de nouveau étudié le site. Des preuves ont été découvertes qui aident à mieux comprendre l'importance de ce navire dans le commerce à cette époque. Mais il reste encore des questions. La tempête était-elle l'unique cause du naufrage? La cargaison était-elle trop lourde? Ou autre chose s'est-il produit avant sa destruction totale? À ce jour, le Santo Antonio n'est pas seulement l'histoire d'un navire naufragé. C'est aussi l'histoire d'une époque où la mer était la principale voie de richesse, de danger et de pouvoir. Numéro 4. Le navire fantôme qui a refusé de couler. Certains navires disparaissent en temps coulant, mais l'histoire de celui-ci est encore plus effrayante. Après avoir été abandonné par son équipage, il n'a pas immédiatement coulé. Il a continué à errer dans l'Arctique sans personne à bord. C'est le SS Baichimo. Ce navire en a été utilisé pour le commerce de la fourrure dans le nord du Canada. Il transportait des provisions vers des communautés éloignées et récupérait des fourrures auprès des commerçants. Il était solidement construit car il devait résister à la glace et au froid extrême, mais en 1931, il a été pris dans une épaisse couche de glace près de l'Alaska. Au début, l'équipage a attendu que la glace s'ouvre pour pouvoir repartir, mais le temps s'est aggravé. Alors ils ont quitté le navire et ont installé un camp dans un endroit plus sûr. Après une forte tempête de neige, ils ont perdu de vue le SS Baichimo. Ils pensaient qu'il avait coulé, mais non. Quelques jours plus tard, ils ont de nouveau aperçu le navire flottant ailleurs. L'équipage a même réussi à récupérer une partie de sa cargaison, mais ils n'ont pas pu sauver le navire lui-même. Ils pensaient même que c'était la fin. Mais c'est là que commence la partie la plus étrange de l'histoire. Au cours des années suivantes, le SS Baichimo a été aperçu à plusieurs reprises dans l'Arctique. Parfois, il était pris dans la glace. Parfois, il dérivait sur la mer. Certaines personnes ont tenté de monter à bord ou de récupérer le navire. Mais à cause du froid, de la glace et des conditions dangereuses, ils n'ont jamais pu le contrôler complètement. La dernière apparition confirmée du navire remonte à 1969. Cela signifie qu'il a été aperçu dans l'Arctique pendant près de 40 ans après avoir été abandonné. Après cela, il a disparu. Personne ne sait s'il a coulé. Personne ne sait s'il a été écrasé par la glace. Et comme l'Arctique est immense, il y a une petite possibilité que ses restes s'y trouvent encore quelque part, silencieusement enfouis dans la glace.
C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le SS Baichimo est connu comme l'un des navires fantômes les plus célèbres de l'histoire. Numéro 3. L'épave au milieu d'un désert. Habituellement, les épaves de navires se trouvent sous la mer, mais il y a un navire qui semble être au mauvais endroit. Il s'agit de l'Edward Bollin. En 1909, alors qu'il naviguait près de la côte des Squelettes en Namibie, il s'est échoué dans une partie peu profonde de la mer à cause d'un épais brouillard et d'une côte dangereuse. Heureusement, les passagers ont pu sortir sains et saufs, mais le navire est resté sur place. Au fil des années, la mer s'est peu à peu retirée et le désert s'est étendu. Ainsi, l'ancien navire autrefois au bord de la mer se retrouve désormais à plusieurs centaines de mètres de la côte, au milieu du sable. En raison du climat sec du désert du Namib, une grande partie de l'épave reste visible aujourd'hui, ce qui en fait l'une des épaves de navires les plus uniques au monde. Un navire maritime qui semble s'être égaré et échoué au milieu du désert. Numéro 2, le navire au trésor valant des milliards. S'il y a une épave souvent appelée le Saint Graal des chasseurs de trésors, c'est le San José. C'était un galion espagnol qui a coulé en 1708 alors qu'il transportait un immense trésor en provenance d'Amérique du Sud. Alors qu'il se dirigeait vers l'Espagne, il a croisé des navires de guerre britanniques près des côtes de la Colombie. Au milieu de la bataille, une énorme explosion s'est produite à l'intérieur du navire. Il a rapidement coulé avec l'or, l'argent et les pierres précieuses qu'il transportait. Pendant plus de 300 ans, le monde ignorait où se trouvait le navire, jusqu'à ce que la Colombie le découvre en 2015. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des débats sur qui a le droit au trésor qu'il contient. La Colombie revendique ce trésor, l'Espagne aussi. Et il y a aussi des groupes qui affirment qu'une partie de ces richesses provient des colonies espagnoles en Amérique du Sud. Ainsi, le plus grand mystère du San José aujourd'hui n'est plus de savoir où il se trouve, mais plutôt qui a vraiment le droit aux milliards de dollars qui se trouvent encore sous la mer. Numéro 1, l'épave la plus ancienne jamais découverte. Bien avant la construction de nombreux anciens empires, des gens naviguaient déjà et commerçaient en mer. La preuve en est l'épave de Dokos. Elle a été découverte près de la petite île de Dokos en Grèce et est considérée par de nombreux archéologues comme l'une des plus anciennes épaves jamais trouvées dans le monde. On estime qu'elle a coulé il y a plus de 4000 ans à l'âge du bronze. En étudiant le site, les chercheurs ont trouvé de nombreux fragments de poterie, des objets de la vie quotidienne et des encres en pierre. Ces objets montrent qu'il existait déjà un commerce organisé entre différentes communautés, même il y a des milliers d'années. Même s'il ne reste presque plus de bois du navire, les artefacts qu'il a laissés sont toujours très précieux. Grâce à cela, les historiens comprennent mieux comment les gens vivaient, voyageaient et commerçaient dans les temps anciens. Et même si nous savons déjà où il a coulé, il y a des questions qui ne trouveront probablement jamais de réponse. Qui étaient les personnes qui en étaient de propriétaires ? Que s'est-il exactement passé lors de leur voyage ? Et quelle est l'histoire complète de ce navire qui repose au fond de la mer depuis plus de 4000 ans ?